Je parle un peu français parce que j'ai vécu 3 ans en France. C'est à la France que je dois mon amour pour le vin, que j'avais étudié à Dijon et à Montpellier aussi. Alors, je suis là pour vous dire que merci beaucoup. En tout cas, je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait chez Torres. J'adore le sujet climate change, changement climatique. J'ai lu à peu près 25 bouquins au sujet. Et au départ de ça, c'était que j'avais vu le film en 2008 d'Al Gore qui s'appelait An Inconvenient Truth. Je suis sûr que vous l'avez vu en France. Et j'étais choqué. Je me suis dit, tiens, ça c'est quelque chose pour vous, pour nous, parce que c'est la vigne qui va être la plus affectée à cause de ça. Pourquoi la vigne va-t-elle souffrir autant? Parce que c'est sans doute le végétal qui est le plus sensible au changement de température. Je suis sûr qu'à l'avenir, ils vont continuer à faire des tomates, mais la vigne, nous le savons, ce n'est pas si facile. Bon, les changements de température, si vous lisez James Lovelock, c'est un anglais écologiste qui est mort déjà malheureusement, mais il n'y a pas de grands changements entre ce qui est une époque glaciale, que vous voyez ici à nord, où les températures étaient 5 degrés moins que maintenant, et une période chaude vers laquelle on s'adresse, définitivement, qui est seulement 5 degrés de plus que maintenant. Donc c'est sérieux. Si vous regardez un peu seulement les dernières 500 millions d'années, au départ, il y avait les Cambriques, c'est le moment où la végétation, où les animaux supérieurs commencent à se produire. Vous voyez ici à droite les graphiques. Vous voyez la ligne verticale, ça correspond à une moyenne température comme la nôtre maintenant, à peu près 15 degrés de moyenne par jour. Et à droite, vous avez les périodes plus chaudes et à gauche, les périodes plus froides. C'est par rapport ici aux époques géologiques, d'accord? Eh bien, vous voyez que c'est surtout des périodes chaudes qu'on en a eu le plus pendant 500 millions d'années. Mais quand on vous dit que des changements climatiques, il y en a eu toujours, ce n'est pas vrai. Prenez par exemple le cas, les Paléocène et Éocène ici, il y a 50 millions d'années, les températures avaient augmenté de 6 degrés, c'est vrai, mais ils ont mis 20 000 ans à le faire, tandis que maintenant on le fait en peut-être 200 ans, beaucoup plus vite. Ça, c'est les dernières 2000 années. Vous savez qu'il y a eu une période chaude au Moyen-Âge et une période froide, le Little Ice Age, qui était après, qui a terminé au XIXe siècle. Je passe dessus. Ça correspond à l'Institut français de la vigne à Épernay, qui ont fait cette relation entre... C'est intéressant parce que c'est déjà à la fin du XIXe siècle, le rapport qu'il y a entre l'augmentation du CO2, vous voyez, les CO2, ppm, partie par million à droite, les températures à gauche. Maintenant, on a déjà dépassé le seuil des 400 ppm de CO2 dans l'atmosphère, qui était le limite qu'on disait il y a 10 ans que c'était déjà dangereux. Bon, pourquoi les températures changent? Il y a plusieurs raisons, vous les connaissez la plupart. La déforestation, c'est affreux, comment on continue à couper la forêt dans le monde. Il y a des raisons naturelles, comme les météores, comme le El Niño, par exemple. Il y a des raisons qui dépendent de nous. On mange trop de viande, du veau surtout. Vous savez que l'impact de la viande, c'est important, parce qu'il faut 7 grammes de grains pour faire 1 gramme de viande. Pour le poulet, c'est beaucoup moins, c'est 2 ou 3, enfin, ça change beaucoup. Mais le problème, c'est la déforestation. À cause de que les vaches ont besoin de manger, on va déforester l'Amazonie, on va déforester partout pour planter du soja et quoi que ce soit. Bon, les températures augmentent. Ça, c'est une étude IPCC, Intergovernmental Panel, sur le climate change. C'est Office international qui groupe 2500 scientifiques. Et ça, c'est fait sur une base de l'année 51-80, comparé avec les années 2011 à 2015. Ils prennent plusieurs années. Et vous voyez, c'est quand même intéressant de voir que on penserait que l'Espagne, c'est elle qui a pris la plupart, ou le sud de l'Europe, des augmentations de température. Ce n'est pas vrai. La Méditerranée, en moyenne, nous avons pris 1 degré en 40 ans. C'est vrai. Par contre, regardez les Nord, les Scandinavies. Il y a 3 degrés d'augmentation. Et si vous allez en Suède ou en Finlande, vous voulez dire, il faut beaucoup plus chaud. Ça, c'est à cause de l'Arctique. L'Arctique est en train de fondre. Étant donné qu'il y a moins de gel, le fait albédo, que vous connaissez, se perd. Et alors, il y a un réchauffement des eaux. Et automatiquement, les températures autour vont aussi augmenter.
Bon, quel est le present day balance des émissions de CO2? Eh bien, c'est à peu près comme ça, il n'y a pas de grands changements. À peu près la moitié des émissions, ça c'est les années, vous voyez, la moitié des émissions restent sur la Terre, c'est surtout les plantes, la photosynthèse, la vigne parmi autres, mais aussi la mer surtout, qui absorbe beaucoup de CO2. Le reste, en bleu en bas, ça part à l'atmosphère. La pollution des villes, j'en passe, nous la connaissons tous, mais vous savez qu'il y a des millions de gens qui meurent tous les ans à cause de la pollution. C'est pas croyable. Bon, Paris, décembre 2015, c'est très bien comme projet. Espérons que M. Trump va le respecter, qu'il ne va pas changer les choses. Et can we have reason? Est-ce qu'il y a des raisons pour être optimiste? Très peu de raisons. Mais enfin, quand même, je vous signale quelques possibilités à l'avenir. Produire avec des satellites, avec des panneaux photovoltaïques, produire de l'électricité. Il y a les algues, il y a l'énergie géothermique, il y a la fusion surtout à l'avenir, la fusion de l'atome par rapport à la fusion actuelle. Donc, il y a des possibilités. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Bon, écoutez, le monde du vin, c'est très intéressant, parce que nous avons la vigne qui fait la photosynthèse, qui va donc attraper du CO2 de l'atmosphère. Mais ensuite, quand nous faisons la fermentation de vin, nous avons le CO2 qui répare l'atmosphère. Donc, le travail qui avait été fait par la vigne se perd. Je connais des vignerons qui me disent « Ah, mais M. Torres, moi j'ai un vignoble, donc je suis neutral, je suis carbone neutre. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, déjà, un vignoble n'est pas carbone neutre parce qu'il y a une respiration la nuit qui est faite par la vigne, qui rattrape un peu de la photosynthèse qui a été faite, mais aussi tous les abonnements, tous les produits qu'on met dans la vigne, il y a les traiteurs surtout, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec CO2? C'est mon souci. Comment on peut attraper ces CO2? Si un jour on pourrait dire qu'on rattrape tous les CO2 des fermentations, ça risquerait de changer les choses. Et ça serait très intéressant pour les consommateurs. Eh bien, chez nous, on fait des essais depuis au moins 5 ans avec des algues. Cette année, il y a l'Institut des algues des îles Canaries qui nous ont apporté d'autres algues qui paraissent fonctionner un peu mieux. Ces algues, par la suite, peuvent passer à faire de la nourriture pour le bétail, comme abonnement, donc comme fumure dans la vigne, etc. Ce n'est pas encore au point avec les algues. Par contre, ce qui a bien marché cette année, c'est employer les CO2 comme un fertilisateur. Donc, on a fait de petites greenhouses à côté des temps de fermentation. Il y a la moitié de ces petites greenhouses qui travaillent avec 400 ppm de CO2, donc normal, et l'autre à côté, il en a 800. Eh bien, ça fait déjà la deuxième récolte des salades. On constate qu'elles grandissent davantage et plus vite. Et en plus, elles sont bonnes, d'accord? Ça ne sent pas le vin, on ne goûte pas le vin, mais quand même, ce sont des salades intéressantes. On voulait essayer aussi cette année ce produit de la maison Alcyon qui prétend faire de carbonate, des bicarbonates avec les CO2. Malheureusement, à la dernière minute, ils nous ont dit qu'ils ne venaient pas chez nous nous apporter un appareil. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la maison Alcyon dans la salle, mais je n'ai pas été très content. Bon. Reasons for optimism encore. Well, peut-être finalement l'Europe et d'autres pays vont imposer des taxes sur la consommation des combustibles fossiles. C'est déjà fait en Hollande, c'est déjà fait au Danemark, c'est une possibilité importante. Qu'est-ce qu'on fait chez Torres pour essayer de... Bien sûr, d'un côté, il faut s'adapter, ce qu'on nous a parlé ce matin, c'est important l'adaptation, mais d'un autre côté, on essaie quand même de réduire ce qu'on appelle le carbon footprint. Le carbon footprint en français, ça s'est dit l'empreinte carbone, merci. Bon, ça vous le connaissez, on avance de plus en plus la date de la récolte, ce qui fait des déséquilibres, ça c'est sûr. On a à peu près 2000 hectares de vignes entre l'Espagne et le Chili, tout petit la Californie. On a aussi 2200 hectares de forêts, donc ça contribue au bilan de la maison. On plante des forêts, on a planté en Catalogne, dans les îles Canaries. L'eau qui va être un des problèmes à l'avenir, surtout en Méditerranée, de plus en plus, on fait des bassins pour recueillir l'eau de l'hiver et l'employer l'été. Aussi l'eau des pluies dans la winery, dans la cave, et les rassembler à peu près 11 millions de litres par an.
Et puis, il y a le recyclage. On a recyclé déjà cette année, 2016, 40% du total des eaux. Ça, c'est important parce qu'on s'aperçoit qu'à l'avenir, très proche, il y aura des manquances d'eau. Bon, on collabore aussi à l'extinction des forêts dans les Panades. Ça n'a pas beaucoup de rapport. Et ça, c'est un peu ce qu'on nous parlait tout à l'heure, le cas de l'Argentine. On a aussi essayé avec plusieurs trucs en viticulture, densité des plantations. Bon, dans les années 80, j'avais appris avec M. Champagnol à Montpellier qu'il fallait avoir une densité de plantation plus serrée pour améliorer la qualité. Il avait raison, mais maintenant, on part du côté opposé. On commence à élargir, on s'aperçoit qu'avec ça, on obtient que la maturation arrive plus tard. Et c'est ça le mot-clé en Méditerranée, retarder la maturation. Le leaf canopy, dont l'auteur des couverts végétales, on s'aperçoit aussi qu'un couvert végétal plus petit, ça peut retarder aussi la maturation. Le deleafing, les feuilles de la base, on les laisse presque toujours. Le porte-greffe, on nous en a parlé déjà. Aussi, quand on plante une vigne, on essaie de sélectionner les porte-greffes qui va faire la maturation plus tard. Et le training height, l'auteur du premier vaporteur, aussi, plus il est écarté du sol, il paraît qu'il y a un retard. On a une petite collection, à peu près 1 hectare, qu'on a planté chez nous, si vous venez, on peut vous la montrer, où il y a tous ces essais, et je vous assure, la presse, ils adorent ça, ils adorent voir qu'on travaille à ces choses-là. Et à droite, finalement, on nous en a parlé aussi dans les cas de l'Argentine, c'est la maille. Nous, la maille aussi, nous la faut dans les vignobles qui sont près des Pyrénées, des régions, à l'époque, il n'y avait pas de grêle, mais maintenant, depuis une dizaine d'années, il y a la grêle. Eh bien, on met la maille pour protection, mais aussi là, on s'est aperçu qu'on a un retard à cause de la maille qui va à peu près 1 semaine, 10 jours. Donc, c'est intéressant. Il y a 4 ans, j'étais à la revue interviewé par le magazine Time et on parlait de ça, on parlait des problèmes de la viticulture. Vous voyez comme c'est rentable, mes amis, hein, si vous êtes tous des œnologues, des cavistes, ça vaut la peine d'investir à ça parce que des fois, vous avez un retour qu'on n'attendait pas. Bon. Et puis l'adaptation aussi veut dire acheter des terres dans des régions plus froides. En Catalogne, nous sommes partis dans le nord, dans la région de Tremp. Aussi à côté, dans les Pyrénées de l'Aragon, à Benabarre, nous sommes déjà à 1200 mètres. À 1200 mètres en Benabarre, la vigne encore elle glace. Donc ce n'est pas encore intéressant, mais je suis sûr que dans 10 ans, ce sera possible. Et puis au Chili, eh bien, on va plus au sud. On va plus au sud, c'est formidable. Il y a 5000 km de longueur, le pays. Il y a très peu d'appellations d'origine. C'est assez flexible, il faut le dire. Eh bien, on va plus au sud. On a déjà acheté dans la vallée d'Itata 230 hectares. Vous voyez la rivière qui est à côté. Et ça, c'est important parce qu'à l'avenir, au Chili, il y aura des gros problèmes de sécheresse. Bon, le cépage, on en a parlé avant. Bien sûr, à l'avenir, les régions pourront changer les cépages. Si les pinots noirs risquent avoir un climat trop chaud en Bourgogne, peut-être il faudra changer un cépage, ou bien chercher des solutions clonales, faire des hybrides. Bien sûr, il y aura des possibilités. Mais nous avons trouvé que les anciens cépages catalans étaient intéressants. Nous avons commencé en 1983 à récupérer les anciens cépages catalans. Vous voyez, il y avait en Catalogne, ce n'est pas la Grèce encore, mais nous avions une centaine de cépages en Catalogne au XIXe siècle. La plupart de ces cépages venaient de la Grèce, d'ailleurs, il y a 3000 ans. Eh bien, ces cépages, ils étaient disparus. Mais depuis, on a entamé une politique de récupération des cépages. Le plus efficace a été de passer des petites annonces à la presse catalane locale et demander aux paysans, si vous avez dans la vigne un cépage que vous ne connaissez pas, téléphonez. Eh bien, les gens téléphonent. Et la plupart des fois, ça ne vaut pas la peine, mais des fois, ça a été intéressant. Bon, on a déjà une trentaine de cépages catalans qui vont sur un processus in vitro pour nettoyer les virus, vous connaissez tout ça. Ensuite, ils passent dans la perlite pour grandir dans un vernacle, et puis on fait la plantation. Je crois qu'il y a déjà une quarantaine d'hectares plantés avec des variétés comme le Kérol, que vous voyez ici. Dans ces trentaines de cépages récupérés, il y en a 10 qui sont bons, qui sont intéressants. Et le plus important, il y a certains d'entre eux qui mûrissent très tard, qui gardent l'acidité, la fraîcheur. Et alors on s'est dit, si ces cépages-là ne viennent pas
du Moyen-Âge chaude, cette période chaude médiévale, où les paysans lui-même, il avait choisi des cépages qui mûrissaient plus tard. Je ne sais pas, en tout cas, ils sont intéressants, ils résistent bien à la sécheresse, donc on risque de trouver une solution locale, catalane, pour le média à venir. Bon, ce qu'on peut faire et que je vous conseille, si vous ne le faites pas encore, la biomasse, ça c'est très intéressant. La biomasse, une chaudière de biomasse, je vous assure, en 4 ans, elle est amortie. Donc n'hésitez pas à investir. Et vous allez lui donner à manger tout ce qui est le marc, tout ce qui est, si vous avez une forêt pas trop loin, tout ce qui est les matériels de taille, tout ça, la chaudière, il va avaler tout ça, sans problème. Bien sûr, on peut investir aussi en panneaux photovoltaïques. Là, l'investissement est amorti en 7 ans, mais les prix continuent à descendre, donc ça devient intéressant. Eh bien, chez nous, nous faisons déjà 25% de l'électricité de la cave est faite avec ces moyens. Ma sœur en Californie, elle dit qu'elle en fait 100%, moi je fais confiance. Et en Rioja, nous avons une cave aussi qui fait 50% de l'électricité. Et voilà, par exemple, pour la visite des touristes, nous avons un train qui a des panneaux photovoltaïques dans les toits, donc on dit aux touristes que la visite est faite avec l'énergie solaire. Ils adorent ça. Bien sûr, s'il y a des brouillards ou si les jours sont couverts, il faut brancher les trucs, mais ça marche quand même. Bon, moi-même, j'ai une voiture électrique et je vous conseille, c'est formidable, la voiture électrique, un sentiment de liberté. Bien sûr, il faut la brancher tous les soirs, hein, c'est comme le téléphone, il ne faut pas oublier. Je voulais vous dire que quand on parlait des touristes, les touristes qui viennent chez vous et qui voient que vous avez investi dans des panneaux photovoltaïques ou en biomasse, ils adorent ça. Ils vont acheter votre vin. Vous achetez un plus à vos maisons. Un plus important. Bon, les caves, ça c'est la dernière qu'on a fait en 2008, Waltraud, elle est faite sous terre. Il y a 3 étages, mais ils sont tous sous terre, par des raisons climatiques. Et vous voyez qu'en dessus, on n'a pas mis un jardin, on a mis du sable et on a mis des arbustes. Bon, la réduction du poids des bouteilles, vous connaissez. Le packing des box, qui est très, très intéressant au point de vue de réduire l'empreinte carbone et qui a beaucoup de succès dans les marchés nordiques. Et là, j'arrive un peu à la fin. Tout le monde doit se mettre à calculer l'empreinte charbon. Et là, vous avez 3 scopes, 3 parts. La partie 1, donc, c'est que vous faites l'empreinte que vous faites, les voitures qui arrivent à la maison de vos employés, le gaz, etc. 2, c'est l'électricité. Et les 3, il y a 2 côtés. Côté gauche, c'est depuis la vigne, la bouteille, les cartons, jusqu'à la mise en bouteille. Et côté 3, l'expédition. Le scope 3, ça veut dire à peu près 80% du total. Et alors, nous nous sommes mis depuis des années à instruire à peu près 900 paysans qui nous vendent le raisin, à leur demander de réduire l'empreinte carbone, et ils le font. Et depuis des ans, on travaille avec les suppliers, tout ce qui nous fournissent des bouteilles, des caisses. On leur a dit aussi de réduire l'empreinte carbone, de se contrôler. Et ça marche, les gens le font. Donc, ce n'est pas si difficile. Hein. Bon, un mot sur le vin organique, le bio-wine que vous dites en France. Nous avons fait à Barcelone 5 conférences à ce sujet. Et la dernière, finalement, je crois qu'on est sur la voie finale. Le vin bio, il y a un gros problème. On contamine avec du cuivre, vous le savez. Les cuivres deviennent toxiques pour le sol. Il faut changer ça. Et aussi, il y a des émanations. Les émissions de CO2 en vignoble bio sont plus importantes, 20% de plus, que dans des vignobles traditionnels. Alors là, il faut changer ça. Et j'espère que bientôt, on aura un accord au niveau de l'Europe pour adopter un changement de la loi. Sinon, on risque de détériorer ou de faire du mal à la catégorie. Voilà quelques produits qui ont été dans ces derniers symposiums, il y a quelques semaines. Il y a un produit français qui est fait avec des échelles de moules, mais il y a aussi des produits de synthèse qui peuvent être intéressants. Bon. En Espagne, depuis 2011, on avait essayé de faire un groupe de maisons de vin de l'Espagne pour aussi adapter toutes ces théories. On avait invité monsieur le secrétaire des Nations Unies pour le Climate Change, qui était venu, mais malheureusement, ça n'a pas marché très bien ces 5 ans. Il y a 2 raisons. Première, les maisons ne cherchent qu'au marketing, beaucoup de maisons, et deuxièmement, on ne veut pas faire des investissements.
Alors, ça, c'est les 4 points qui, à mon avis, sont essentiels. Il faut réduire l'empreinte carbone, les HFC aussi, il faut réduire. Il faut que les scope 3, ces 2 latérales, soient inclus. On ne peut pas acheter de green energy ailleurs. Il faut réduire ça à la maison. Et on ne peut pas faire des compensations. Des fois, il y a dans les journaux français une maison de vin qui dit eh bien, nous sommes carbone neutre. Parce qu'ils achètent des compensations à un projet éolique qui s'est fait en Inde. Ça, ce n'est pas bien. Je crois que ça ne contribue pas à faire du sérieux dans cette affaire qui est très importante. Est-ce qu'on est vraiment conscient des effets pour le climat, de climate change dans la viticulture européenne? J'ai peur qu'en France, vous n'êtes pas tout à fait conscient. Permettez-moi la confiance. Je crois que vous voulez bien vous adapter, mais il n'y a pas que ça. Même si vous adaptez la viticulture, il y aura d'autres changements. Voyez la grêle que vous avez eue cette année. Est-ce que c'est dû au changement climatique? Je ne sais pas, je ne suis pas climatologue. Mais il y a d'autres conséquences qui vont affecter tout le monde. Alors, il faut changer, il faut agir, il faut faire que tout le monde chez soi réduise un peu l'empreinte carbone. Et puis, mes amis, moi j'ai un rêve. J'espère qu'un jour, pas très longtemps, de maintenant, dans le monde, boire un verre de vin sera un signe d'aider à combattre le climate change. J'espère qu'on va le faire, tous ensemble. Merci beaucoup.